bienvenue sur Europe 1. Ils sont des millions à chercher l'âme sœur. Un Français sur 5 est inscrit sur un site de rencontre. Internet permet-il de vraies histoires? Facilite-t-il l'adultère? Peut-on parler d'ailleurs d'infidélité en cas de liaison virtuelle? L'amour à portée de l'écran, illusion ou réalité? Quels sont les pièges à éviter? On en parle ce soir avec mon invité Pascal Couder, psychanalyste et auteur de L'amour au coin de l'écran, du fantasme à la réalité, paru aux éditions Albin Michel. Bonsoir Pascal Couder. Bonsoir. Alors, si grâce à Internet, vous avez fait une belle rencontre, ou si au contraire, vous allez de déconvenu en déconvenu depuis que vous êtes inscrit sur un site de rencontre, vous avez découvert que votre conjoint avait une liaison virtuelle sur Internet, vous êtes tombé amoureux par mail et vous avez eu une mauvaise surprise lors de la rencontre, vous avez une liaison virtuelle, mais vous repoussez toujours le moment de la rencontre par peur d'être déçu ou de décevoir. Depuis que vous êtes inscrit sur Internet, vous ne tombez que sur des cas. Vous échangiez des mails avec un contact professionnel et petit à petit, ils ont pris une tournure plus intime. Vous avez été quitté avant même d'avoir rencontré la personne avec qui vous étiez en lien. Vous avez beaucoup de mal à vous en remettre, d'autant que votre entourage minimise la situation. Vous pouvez témoigner jusqu'à 1 heure en appelant le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Jeanne et Paul et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise l'émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors je voulais vous demander, Pascal Couder, qu'est-ce qui vous a amené en tant que psychanalyste à vous intéresser aux relations virtuelles ? Eh bien, j'ai un poste d'observation tout à fait particulier de la société française et de la façon dont vivent les gens et surtout de la façon dont ils souffrent. Et il m'est apparu au fil du temps que les rencontres, les nouvelles rencontres se passaient de plus en plus dans l'univers virtuel. Avec un certain nombre de difficultés, avec de belles réussites, mais en tout cas avec des nouveaux codes qui n'étaient pas encore établis et donc pas encore compris de tous. Alors justement, de plus en plus de rencontres se font par Internet. Est-ce que ce succès d'Internet n'est-il pas lié au fait qu'on est dans un monde où l'on ne se parle plus et où il y a une très grande solitude affective ? Absolument. Les conditions de vie qui sont les nôtres aujourd'hui font que on a du mal à rencontrer l'autre parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'il n'y a pas de lieu pour ça, mais également parce que les relations entre les gens se sont tendues. Quand on habite dans une grande ville, adresser la parole à une inconnue ou à un inconnu, c'est comme si on l'agressait et on se fait recevoir comme si on avait agressé quelqu'un. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose suivant les cultures. On va plus dans le sud, les gens se parlent à l'arrêt du bus. Ici, à Paris ou dans d'autres grandes villes françaises, vous parlez à quelqu'un, c'est comme si vous aviez essayé de lui voler son portefeuille. Donc, il y a une hostilité dans le contact qui fait qu'on est obligé de trouver d'autres moyens d'entrer en relation avec les autres. Et Internet, avec sa généralisation et surtout avec les sites de rencontres, mais aussi les réseaux sociaux, remplit complètement cet office. Et sur Internet, justement, est-ce qu'on rencontre des personnes qu'on ne rencontrerait pas forcément dans la vraie vie ? Absolument. Vous savez, où rencontrait-on les gens dans les années passées ? On les rencontrait à l'école, ensuite à l'université si on y allait, et en dernier lieu sur son lieu de travail. C'est assez limité. Quand on a 30, 35 ans, les gens sont mariés, les gens se sont rencontrés avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de bal du village, on n'habite plus dans un village. Et donc, Internet, on peut le recevoir comme un véritable lieu, comme auparavant les lieux où on se rencontrait, les lieux physiques et géographiques. Aujourd'hui, Internet est un lieu de rencontre. C'est un espace de rencontre. Et il y a autant d'hommes que de femmes inscrits ? Et il y a autant d'hommes que de femmes qui sont seuls, peut-être un peu plus de femmes qui sont seules. Ouais. En France, la proportion d'inscrits masculins et féminins est à peu près la même, à 45-55 je crois. Ah oui, c'est assez bien réparti. Mais alors pourquoi les sites sont très souvent gratuits pour les femmes ?
Mais probablement parce que les femmes ont un peu plus de réticence à s'y inscrire. C'est-à-dire nous vivons dans une culture qui faisait que jusqu'à présent que c'était l'homme qui faisait le premier pas vers la femme. Et on est les héritiers de cette culture-là. Et l'inscription sur Internet répond à la même exigence. Et tous les âges sont représentés ? Oui, de façon un peu différente. Les jeunes générations qui sont nées avec Internet ont quand même beaucoup plus de facilité à utiliser l'outil, donc s'inscrivent sur les réseaux sociaux, sur le site de rencontre. Ça fait partie de leur mode de communication. Les générations un peu plus anciennes, celles qui ne sont pas nées avec Internet, ont parfois un petit peu plus de réticence. Les gens de plus de 60 ans qui ont connu le Minitel, par exemple, sont encore marqués par la mauvaise presse qu'avait le Minitel. Le Minitel rose. Oui, absolument. Oui, mais justement, les attentes des hommes et des femmes sont-elles les mêmes, selon vous ? Ça, je pense que ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que l'émancipation des femmes a permis une redistribution des cartes, mais les hommes et les femmes cherchent... les hommes souvent sont caricaturés comme cherchant une aventure et les femmes une histoire d'amour. Mais au bout du compte, tout le monde cherche une relation d'amour et quelque chose de stable. Vous pensez réellement ? Absolument, la solitude et la précarité des relations induit ça. Quand on va creuser un petit peu, oui. Ensuite, même derrière l'apparemment rencontre d'un soir. Absolument. Je crois qu'il y a toujours une demande sérieuse derrière. Bon, ça laisse de l'espoir. Oui, elle a quelquefois du mal à s'exprimer quand même. ou au contraire, elle est un petit peu brutale. C'est un peu brute de décoffrage parfois, non ? Oui, on y reviendra. Est-ce que et on trouve toutes les catégories socio-professionnelles ? Oui, bien sûr. On trouve de l'apprenti coiffeur, du chauffeur routier à l'avocat, en passant par les journalistes et autres catégories professionnelles, bien sûr. Tout le monde est seul aujourd'hui. Beaucoup de gens s'inscrivent-ils suite à une rupture récente ? Ça, c'est une catégorie d'inscrits que moi je qualifierais d'autothérapeutique. C'est-à-dire que, bien sûr, après une rupture, on vit une période de deuil et on se pose des questions, notamment, est-ce que je plais toujours ? Est-ce que je plairai à nouveau un jour ? Est-ce qu'une relation sera possible un jour ? Ces inscriptions ne sont quelquefois effectuées que pour se rassurer. Et effectivement, Internet permet d'avoir accès à beaucoup de correspondants ou de correspondantes et de se rassurer et donc de faciliter le travail de deuil. Oui, donc vous voulez dire qu'on ne va pas forcément plus loin dans ces cas-là. On est rassuré de voir qu'il y a des visites, des gens qui veulent entrer en contact avec nous. Voilà, et on prend conscience qu'il peut y avoir un après. Alors, j'ai découvert, en lisant votre livre, L'amour au coin de l'écran, que c'est l'hiver où on enregistre le plus gros trafic sur les sites de rencontres, alors que dans la vie réelle, c'est plutôt l'été, la saison des coups de cœur. Comment vous expliquez ce décalage ? C'est assez logique. Effectivement, l'été, on n'a pas de contraintes professionnelles, c'est-à-dire on est libre de son temps. On est en général dans des activités plutôt festives, collectives. On rencontre des gens dans la vraie vie, comme on dit aujourd'hui. L'hiver, on travaille, il fait froid, on ne sort pas, il y a moins de loisirs, on est replié chez soi et sur soi. Et l'écran qui est maintenant dans les maisons est une fenêtre sur l'extérieur et sur les autres. Et donc il y a beaucoup plus le sentiment de solitude est beaucoup plus douloureux en hiver qu'en été et au printemps. Il y a deux grandes périodes. Il y a le début de l'automne avec ce qu'on appelle les dépressions saisonnières qui sont plus ou moins intenses. Et là, je trouve que l'écran et l'autre à travers l'écran peut fonctionner comme on dit, comme luminothérapie. C'est-à-dire oui, que à ce point-là. Oui, oui. La lumière fait aller mieux, mais la lumière de l'autre nous permet d'aller mieux. Elle rejaillit sur nous, tout d'un coup on se sent plus aimable, plus beau.
plus intelligent. Et moins seul. Et il y a aussi les deux grandes périodes, c'est le retour des vacances, le début de l'automne, parce que après l'euphorie de l'été, on se retrouve seul, et début janvier, en plein hiver, il fait froid, et il y a les bonnes résolutions. Je ne vais pas rester seul cette année encore. Alors j'ai une question là qui arrive par SMS au 7 39 21. Vous pouvez donc nous adresser vos questions par texto, par mail également sur le site europe1.fr. C'est Olivier le patrouilleur qui dit: Internet n'est-il pas la solution de dernière chance pour certains avec tous les risques que ça comporte? Autrement dit, est-ce que il y a plus de risques de rencontrer des gens à problème, des cas, j'oserais dire, sur Internet que dans la vraie vie? De la dernière chance, je ne crois pas, parce que où sont les autres chances? C'est-à-dire toutes les chances, à quelques exceptions près, sont... L'essentiel des rencontres aujourd'hui se fait sur Internet. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Vous faites peur là subitement. Il y a plus de possibilité de rencontrer ailleurs que sur Internet? Si, les soirées entre amis. Je vais me mettre à l'informatique très vite, moi. Les soirées entre amis. Après, quand vous travaillez 10 heures par jour, 8-10 heures par jour, ça devient compliqué. Les amis sont eux-mêmes déjà en couple. Mais c'est compliqué déjà pour une relation si on travaille 10 heures, 12 heures par jour. Il faut bien dormir un peu. Absolument, oui. Mais bon, donc c'est un autre problème, ça. Le rythme de vie fait que ça n'est pas toujours simple. Non, mais je veux dire par là, et c'est peut-être ce que voulait dire l'ami Olivier, est-ce que Internet est une chance pour les timides, pour les personnes qui doutent d'elles? Ah ça, bien sûr, qui ne s'aiment pas physiquement également. Oui, ça a un effet de réassurance, parce que on en parlera sûrement tout à l'heure. Sur Internet, on peut aussi ne pas mettre sa photo, et donc l'approche est complètement différente de celle que l'on vit dans la vraie vie, à savoir que quand on rencontre quelqu'un dans la rue, au bureau, à la fac, la première approche est visuelle. Et donc l'attirance passe par le physique. On peut aussi ne pas aimer son physique, et Internet permet de mettre en avant d'autres qualités. Des qualités intellectuelles, culturelles, d'humour, auxquelles on n'aurait pas prêté attention, puisqu'on ne serait pas entré en relation avec quelqu'un qui physiquement ne nous aurait pas attiré. Comme dans le CV anonyme un peu, finalement. Absolument, ça change complètement la donne. Mais justement, la photo, vous conseillez d'en mettre une ou pas? Je ne donne pas de conseils là-dessus, parce que ça dépend ce qu'on cherche, et ça dépend quel type de relation on cherche et ce qu'on veut mettre en avant de soi-même. Si on souhaite mettre en avant son physique, on met une photo, évidemment. Si on n'a pas de contraintes professionnelles qui l'empêchent, pourquoi pas mettre une photo? Une photo parle beaucoup à la fois de soi et de ce que l'on cherche. On peut mettre une photo de soi au bord d'une plage et se présenter dans un univers de rêve, et ça induit quelque chose déjà dans la relation. Ne pas mettre de photos, c'est probablement valoriser d'autres critères. Et dans les sites de rencontres, il y a aussi une rubrique où on passe une annonce, où on se décrit et ce que l'on cherche. Et on peut aussi valoriser cet aspect-là. Alors justement, à propos des critères, est-ce qu'il faut cocher toutes les cases ou vaut-il mieux laisser planer un certain mystère ? Alors pas toutes les cases, parce que si on remplit toutes les cases, on risque de se retrouver avec, puisque c'est un outil aussi de sélection, même si le mot n'est pas très, très joli. Si on remplit toutes les cases de façon trop précise, on risque de ne pas avoir de correspondant en face. C'est-à-dire que plus on est précis, et moins il y a de personnes en face qui correspondent à ce qu'on cherche. Et on peut même s'interroger, en étant trop précis, si on ne cherche pas l'impossible. Ne rien mettre, vous ouvrez les possibilités à on l'a vu, des millions de potentialités. Oui. C'est trop, on s'y perd. Donc je crois qu'il faut mettre ce qui nous paraît indispensable, c'est-à-dire les critères sur lesquels on ne peut pas transiger. Il faut mettre le plus petit dénominateur commun, c'est ça qu'il faut trouver. Après, il faut laisser faire la magie de la rencontre. Alors, je vous propose que l'on accueille tout de suite Christine, qui est avec nous au 3921, et je l'en remercie. Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline, bonsoir à vous deux. Merci de prendre mon appel. Pascal Couder, voilà mon invité qui est là. Alors, vous êtes inscrite sur Internet depuis longtemps ? Depuis plusieurs années. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, personnellement, je suis veuve depuis 18 ans. Oui. J'habite une petite ville, Mhm. donc aucune possibilité de rencontre. D'accord. Et toutes les rencontres que j'ai pu avoir par Internet, j'en ai eu quelques-unes physiques, quelques-unes simplement par mail. Et bon, par exemple, dans un des critères que je demande, je mets un créneau d'âge de 59 ans à 70 ans. Oui. Je me retrouve avec des personnes de 35, 40 ans Ah oui. qui répondent du style alors quoi, la chair fraîche, ça vous dit quoi Ah oui, carrément. Carrément, Mhm. c'est vraiment des propos odieux. Oui. Il n'y a même pas le respect de l'être humain. Mhm. Je me suis retrouvée plusieurs fois confrontée avec des problèmes d'argent. C'est-à-dire, on vous demandait de l'argent? Alors donc, bon, ça a commencé par des mails très gentils, des lettres de plus en plus enflammées, pas de mon côté, hein, restant toujours Oui. très prudente, demandant à la personne, par exemple, de me téléphoner parce que je trouve que la voix indique quand même beaucoup de choses. Mhm. La personne refusant. Et puis la personne disant, alors le critère général, la personne est dans l'import-export. Oui. Et Au niveau situation, c'est-à-dire plusieurs fois vous êtes tombé sur ce Oui. cas de figure? plusieurs fois. Alors, architecte, avocat, vendeur de voitures. Oui, mais alors ça paraît paradoxal. S'ils ont une bonne situation comme celle que vous décrivez, pourquoi vous demanderaient-ils de l'argent? Eh ben, parce qu'ils partent en voyage pour leur travail. Et alors, en général, bon, moi j'ai 4 cas, hein, comme ça, donc très précis, des gens qui ont une bonne situation. Oui, mais là on est dans l'arnaque, très clairement, oui. ce que vous décrivez. Bon. Oui, mais justement. Et ces gens-là, donc, disent partir à l'étranger pour leurs affaires, ce qui est tout à fait cohérent avec l'import-export. Mhm. Oui, Et- mais vous donnez suite dans ces cas-là ou Ah, d'emblée, non, dès non. qu'on vous parle de ça, vous zappez la... Ah non, j'ai même été jusqu'à porter plainte. Oui, bah c'est ça. Quand on est face à une arnaque, c'est ce qu'il faut faire. Je vous vois acquiescer, Pascal. Oui, bien sûr, c'est de l'escroquerie. Oui. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a des escroqueries sentimentales, celles-là, on les croise dans la vie de tous les jours. Mais là, ce sont des escroqueries financières et ce sont des délits. Bien sûr qu'il faut immédiatement couper court à ce genre de contact. Mais alors justement, le témoignage de Christine pose la question du mode d'emploi. Comment savoir que si l'on a affaire à quelqu'un d'honnête, à quelqu'un de fiable? Qu'est-ce qui peut nous mettre en alerte? Ah ben déjà, elle nous donne une indication assez rapidement lorsqu'on a un contact qui nous paraît prometteur, avec tout ce qu'on peut y mettre derrière, c'est de communiquer par téléphone. Pourquoi à rester dans le virtuel? La voix donne, comme elle le dit, une autre dimension à la relation. Oui, mais ça peut être un escroc peut avoir une très belle voix. Oui, bien sûr, mais il aura un numéro de téléphone. Déjà, ça ne sera plus quelqu'un de complètement anonyme. D'accord. Hein, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans l'anonymat qui est lié au virtuel, où l'autre peut disparaître d'un simple clic. À partir du moment où on peut joindre l'autre sur un téléphone fixe, ça c'est les précautions de base. On n'est plus dans cet anonymat qui permet tous les excès. Ça me paraît fondamental. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Camille demande une question par SMS. Est-ce qu'il y a des filtrages sur les sites de rencontres? Ou est-ce que c'est à nous de le faire? D'accord, c'est à nous de le faire. Si j'ai rencontré un site qui précise vraiment à chaque annonce, si on vous demande de l'argent, ne l'envoyez pas. D'accord. Mais bon, j'ai eu un site pourtant très connu, mythique. Donc c'est vraiment connu, à qui j'ai porté plainte, j'ai envoyé la déposition de la gendarmerie. Je n'ai eu aucun
aucune réponse, quoi. Et alors, je voulais vous demander, Christine, à part ces expériences malheureuses, ces arnaques, est-ce que vous avez fait une rencontre que vous jugez intéressante, puisque ça fait plusieurs années que vous êtes Alors, j'en ai fait inscrite? une, effectivement, et qui s'est mal terminée. Mais je pense qu'il n'en est pas entièrement responsable. Il a eu des problèmes avec sa fille, il a pris le parti de sa fille, donc nous avons rompu. Mais voilà, j'ai passé une année excellente avec cette personne. Mais on s'est vu très rapidement. Oui, est-ce que c'est important, ça, Pascal Couder, quand il y a un lien qui s'est créé, de rencontrer assez rapidement l'autre? Une fois qu'on a déjà la voix, c'est un premier timing. Est-ce qu'après, il faut rencontrer assez rapidement l'autre ou au contraire prendre son temps? Je pense qu'il faut rencontrer l'autre assez rapidement. Le danger du virtuel, c'est d'imaginer, de fantasmer, d'idéaliser l'autre. Et plus la correspondance virtuelle va se prolonger et s'approfondir, et plus on va se créer une représentation de l'autre, une image de l'autre, qu'il va falloir de toute façon un jour confronter à la réalité de ce que l'autre est réellement. Le plus tôt sera le mieux. C'est-à-dire que il faut considérer Internet comme un moyen de mise en relation et pas du tout un but. C'est-à-dire la relation ne se passe pas sur Internet, elle commence. C'est une mise en contact. Ensuite, c'est comme dans la vraie vie. Ensuite, on se rencontre physiquement en présence l'un de l'autre et on laisse là la magie opérer ou pas. Oui, c'est ce que dit Patrick, excusez-moi, qui envoie un petit message aussi par SMS pour dire c'est un moyen de gagner du temps, c'est pratique pour les gens qui travaillent beaucoup. On supprime le temps passé à aborder quelqu'un, mais ensuite ça revient à la même chose qu'une rencontre classique. Voilà, parce que si vous voulez, les 4 cas dont je vous parle, ces personnes-là m'ont envoyé des photos, mais une photo en fait ne veut rien dire parce que... effectivement, les personnes qui étaient en import-export, c'est des gens qui sont de Côte d'Ivoire ou voilà. Oui, on revient dans le cadre de l'escroquerie. Voilà, et ils envoient n'importe quelle photo. Donc, je pense que, enfin, pour ma démarche, c'est d'abord le contact téléphonique. Si un feeling passe, c'est le contact visuel. Et si la personne ne veut pas, je ne donne pas suite. D'accord. Mais écoutez, bonne continuation. Alors Christine, on espère que vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond. Je vais écouter l'émission jusqu'au bout, écouter les conseils et voir ce que je peux faire. Merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir Christine. Bonne soirée. Et tout de suite, nous marquons une petite pause avant de reprendre notre interview. L'amour à portée de clic, on en parle ce soir avec mon invité Pascal Couder, qui est psychanalyste et qui est l'auteur de L'amour au coin de l'écran, du fantasme à la réalité, paru aux éditions Albin Michel. Alors Camille pose une question par SMS suite au témoignage de Christine qui nous parlait de ses déconvenues sur les sites de rencontres. Et Camille dit, est-ce qu'il y a de vraies histoires d'amour qui naissent d'une relation virtuelle? Est-ce que le taux de réussite est faible ou élevé? Est-ce qu'on sait à peu près? Je ne connais pas le taux de réussite éventuel, mais j'ai été témoin, moi, en consultation, de très belles histoires. Et il y en a une qui me plaît beaucoup. J'ai reçu il y a des années de cela, parce que Internet remplit et envahit nos vies depuis maintenant bien longtemps, d'une jeune femme qui était venue me voir pour justement, après avoir rencontré son compagnon via Internet, d'un pays européen à l'autre, elle était venue le rejoindre et ils se sont mariés. Et elle avait quelques petits ajustements entre ce qu'elle avait imaginé et ce qui se passait réellement. Elle voulait comprendre en elle-même si c'était possible de poursuivre à certaines conditions. Et elle doit habiter le quartier où je travaille parce que je la vois depuis quelques mois passer avec un landau et un bébé et son mari au bras. Et elle a l'air tout à fait heureuse.
et je suis ravi de la croiser. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Si vous vivez une belle histoire d'amour grâce à Internet, eh bien appelez-nous au 39 21. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Alors il y a Chaudron de la Barre qui dit « Vive le mystère ». Oui, aujourd'hui, beaucoup d'adolescents et d'adolescents dévoilent tout sur Internet, notamment via Facebook. Ça reste un merveilleux outil de communication, j'allais dire de consommation. Bon lapsus. Mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Je reste persuadée qu'on ne peut pas tout maîtriser dans le monde virtuel, encore moins que dans la vraie vie. L'anonymat via le choix d'un pseudonyme tend à cristalliser les désirs tout en les désinhibant. Alors c'est pour ça que on n'a pas, je vous vois acquiescer, on n'a pas abordé avec Christine ce qu'elle nous disait les côtés très crus, limite les propos indécents. Il y a beaucoup de gens comme ça qui derrière un écran se lâchent alors qu'ils seraient beaucoup plus réservés dans la vraie vie. Ça favorise, ça autorise, semble-t-il, tous les fantasmes, y compris de les livrer comme ça à l'autre. Oui, parce qu'on a l'illusion, parce que si on pousse un petit peu les choses, ça n'est qu'une illusion de l'anonymat. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on peut parfois disparaître de la toile d'un simple clic, on supprime sa fiche et on n'existe plus. Donc on a cette illusion-là qu'on pourrait disparaître, donc du coup tout est permis, y compris certaines dérives, il y a des malotrus partout, des gens qui ne sont pas respectables et respectueux partout, sur Internet peut-être un petit peu plus qu'ailleurs puisqu'il y a cet écran qui s'interpose entre... Oui, c'est très facile. Oui, c'est-à-dire que ça atténue la responsabilité. C'est comme jeter une pierre d'un pont d'autoroute et disparaître, quoi. Les dégâts peuvent être aussi considérables parce que... Absolument, parce que ça fait toujours mal et l'autre en face a une vraie demande, une vraie sensibilité et ça, effectivement, ça fait mal. Et je voulais vous demander par rapport au choix du pseudo, Chaudron de la Barque en parlait, est-ce que c'est révélateur ? Ah, complètement. Il y a des choses très intéressantes. Oui, dans votre livre, vous en citez quelques-uns. Alors, vous dites, il y a le tombeur. Donc déjà, on se dit, bon, si on veut s'engager dans quelque chose de durable, de sûr, c'est peut-être pas vers celui-là qu'il faut aller. Ou après tout, on peut s'inventer une vrille aussi sur Internet. Vous avez, il y a quelqu'un qui a contacté une louve funeste. Il n'avait pas peur, hein ? Oui, et certains ont évité Prédateur 54. C'est pas vrai. Oui. Enfin, je veux dire, il y en a qui il n'y a pas de possible. On n'a pas envie d'aller vers ces personnes-là, à moins d'être soi-même pas très équilibré. Oui, ou alors on peut avoir envie d'aller jouer et se laisser prendre au jeu et de se faire mal. Il y a dans le choix du pseudo, à la fois, quand on sait le décrypter un petit peu, la marque de l'imagination dont l'autre peut témoigner, de quelle nature est sa sensibilité, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant. Je dis il, c'est il ou elle, évidemment. Oui. Et surtout, dans le choix du pseudo, on a la possibilité de devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne va évidemment pas, en général, donner son prénom parce qu'il y en a déjà 987 et on va se retrouver pour avec sortir du lot. Pascal 987. Ça fait un petit peu moins sexy, comme on dit. C'est du vécu ? Non, du tout. Mais par contre, oui, on trouve des Apollons, des Mozart, des divines à l'appel. Ah oui, c'est les pseudos les plus répandus. Oui. Il faut déjà avoir une bonne image de soi pour se dire Apollon ou divine. Pas forcément. Il faut avoir envie de donner une bonne image de soi. Ce qui est un petit peu différent. L'objectif, c'est quand même que... C'est difficile de le dire, mais c'est vrai. Ça reste du marketing quand même. On se met... On se met sur le marché, sans que ça soit péjoratif de le dire comme ça, on se met sur le marché avec ce que l'on pense de plus vendeur. C'est-à-dire comment l'autre va avoir envie de vous contacter. Alors oui, on peut viser des partenaires qui seraient intéressés par la musique classique. Donc on se met en scène comme un avatar d'un grand musicien. Ça fonctionne comme ça.
Donc ça prête beaucoup à l'idéalisation de soi. Oui, Internet. et donc quand on sait le décrypter, ça parle de l'autre, de celui qui l'a choisi. Donc de se choisir un pseudo, l'autre en face va se dire il a ou elle a choisi ce pseudo, ça veut dire qu'elle est intéressée par tel domaine culturel ou de la vie. Et il y a les autres qui n'ont pas cette imagination-là ou qui ne veulent pas jouer ce jeu-là, qui reste un jeu de séduction, et qui vont se retrouver effectivement avec Sébastien 487, ce qui est nettement moins qui fait juste ça fait moins rêver. Voilà, c'est le 457e. Même s'il est très bien, Sébastien 437, voilà. oui. Voilà. 487. Oui. Mais c'est ça, Internet, c'est quand même le domaine du fantasme. On se met en scène, on peut jouer un rôle. Est-ce qu'on n'a pas tendance à tricher, à mentir un peu, ou en tout cas à arranger un petit peu la réalité? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu un sondage sur un grand site de rencontres qui montrait que 21% des inscrits mentaient. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Les autres ne le disent pas. Ils mentent aussi, donc. Alors, il y a et là il y a des choses très très différentes. Il y a ce qu'on appelle les petits arrangements avec soi-même. On ment en général dans ces petits arrangements sur son poids. Après, si c'est 4-5 kilos, on donne juste le poids qu'on aimerait faire. Oui, le poids idéal. Pour soi-même, et donc qui pourrait plaire à l'autre. On ment quelquefois de 2-3 ans sur son âge. Après, ça devient un petit peu plus embêtant. On peut mentir sur le nombre d'enfants que l'on a. On en oublie un ou deux. C'est bizarre, ça. Parce qu'on pense qu'à 4 enfants, on a moins de chances de reconstruire une vie de couple. Si l'autre en face en a 2 ou 3 aussi, ça devient vite assez compliqué. Mais là, du coup, ça introduit quelque chose un mensonge dans la relation et qui risque de rendre la relation impossible. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on est vraiment dans l'optique de faire une rencontre dans la vie réelle, mentir trop sur son âge, sur son apparence physique, de toute façon, ça va jouer contre nous. Absolument, absolument. Et vous voyez, mentir sur l'arrondissement dans lequel on habite à Paris, ça n'est pas très grave. Mais si on habite en Colombie, c'est plus compliqué. Voilà. Effectivement, on ne pourra pas se donner un rendez-vous dans les 48 heures. Mais vous savez, les petits arrangements avec soi-même, c'est comme un peu de maquillage. Il y a un auteur qui appelle ça très justement un lifting identitaire. C'est-à-dire carrément. On se refait une identité un tout petit peu plus attrayante. C'est moins douloureux. Absolument. En tout cas. Allez, on va accueillir tout de suite Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. 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 Alors, vous voulez nous parler d'une rencontre que vous avez fait grâce à Internet? Oui. Vous l'avez rencontré déjà rapidement après Alors, justement, oui, je l'ai rencontré une semaine après qu'on se contactait, disons. On s'est même appelé avant une semaine, parce que, j'ai bien sûr proposé à mon compagnon qu'on se rencontre assez rapidement, et il était tout à fait d'accord pour ne pas rester dans le virtuel, parce que les autres rencontres que j'avais faites, justement, j'en avais fait 2, sans parler des rendez-vous. Je suis pas restée très longtemps sur Mythique. En 3 mois, disons, j'ai rencontré quelqu'un. Mais justement, les 2 premières rencontres, je suis restée trop longtemps dans le virtuel. Donc, on fantasme. Très vite, on idéalise, et l'autre, moi comme l'autre, on a tendance aussi à peut-être, je dirais pas mentir, mais à entrer dans la direction de l'autre pour le séduire aussi. Donc finalement, on n'est plus dans la réalité. Oui. Et ces 2 rencontres-là ont été finalement que sexuelles. Donc D'accord. après, c'est qu'il y avait une forte attirance en même temps, c'est qu'il y avait du désir. Il y avait du désir. Vous n'étiez pas trompé sur ce que vous ressentiez déjà via l'écran, non? Comment Ça veut dire que ce que vous aviez perçu déjà à travers un écran s'est concrétisé dans la réalité. Le désir était au rendez-vous. Oui.
parce que dans les messages aussi, très vite, ça dépend peut-être des personnes, mais on peut en venir très vite à disons, à des... relations intimes Voilà, des relations intimes. En plus, quand on a été célibataire pendant quelque temps, les sens se réveillent très vite. Oui. C'est un bon exutoire. Donc, oui, c'est ça. Voilà, c'est là que... Mais bon, moi j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas tombée sur des gens dangereux. Mais la deuxième rencontre, quand j'ai voulu justement rencontrer la personne autrement que par, disons, une relation qui serait seulement sexuelle, eh bien, elle n'a pas voulu. Il n'a pas voulu plutôt. Il a très très mal réagi en disant, mais on doit pouvoir... j'ai du mal à m'exprimer, je suis un peu perturbée là. Mais c'est-à-dire que vous auriez aimé prolonger cette relation au-delà de cette étreinte. Voilà, ce que je demandais à cette personne, c'était justement que l'on puisse se voir en dehors de chez moi, voilà, et qu'on puisse se connaître autrement que par une relation basée uniquement sur le sexe. Et il a très très mal pris. Il a dit oui, tu commences à me prendre la tête. C'était comme si on se connaissait depuis longtemps et que voilà, que je faisais des histoires pour rien. Enfin, c'était très bizarre. Oui, donc, alors que la demande n'était pas celle-là au départ forcément. Non. Comment Oui. Excusez-moi, je voulais vous demander, je vous voyais acquiescer là, Pascal Couder, mais là c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que parfois on peut avoir un coup de cœur et puis malheureusement ça ne se concrétise pas par une relation amoureuse. Mais comment repérer sur Internet celui ou celle qui veut que la rencontre d'une nuit ou d'un soir? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent un peu nous alerter? Oui, à la fois des signes et puis quelques précautions à prendre. Bien évidemment. Oui, Nathalie dit que c'était chez elle, là. Oui, et s'il y a une précaution de base, c'est que la première rencontre doit effectivement se dérouler dans un lieu public, si possible plutôt le midi ou l'après-midi que le soir. En ayant bien évidemment un numéro de téléphone fixe où on a pu joindre la personne qu'on va rencontrer à plusieurs reprises, y compris le soir et le week-end, déjà pour être sûr qu'il n'est pas marié. Ça, c'est incontournable. Oui, le soir et le week-end, voilà, c'est un bon critère, vous avez raison. Sur un téléphone fixe, et puis si c'est un portable, vérifier qu'il n'est pas éteint le soir et le week-end. Ça, ce sont les précautions de base, comme on a des précautions de base à prendre quand on rencontre quelqu'un dans la rue. Enfin, c'est tout à fait la même chose. Après, bien sûr que certains hommes se font, comme Nathalie le disait, on a tendance à se transformer en objet du désir de l'autre. Oui. C'est-à-dire que pour séduire l'autre, on identifie ce qu'elle veut ou ce qu'il veut et on se fait passer pour... on signifie à l'autre qu'on a ce qu'il cherche. Si Nathalie recherche une relation amoureuse dans son sens plein, l'autre en face, s'il perçoit cette demande et qu'il est un peu malhonnête, va se faire passer pour celui qui cherche également une relation amoureuse, alors que visiblement pour les deux premières situations, il ne cherchait qu'à passer un peu de bon temps avec elle. Quitte à lui reprocher comme si c'était tacite, qu'on ne s'était rencontré que pour ça. Et là, il se révèle sous ce qu'il est réellement, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est un escroc. Et les escrocs, on ne donne pas suite, on s'en va. Mais alors justement, quand on fait l'amour par écran interposé, le grand absent quand même, c'est le corps. Et alors, comment passer d'une étreinte virtuelle, qui peut être très agréable, mais à une étreinte réelle? Est-ce que ça comporte pas un risque et un risque de désillusion? Est-ce que ça explique pas aussi que certaines rencontres ne se poursuivent pas par la suite? Oui, alors peu de
peu de relations qui commencent par le virtuel vont jusqu'à la sexualité virtuelle, si on peut l'appeler comme ça. Vraiment ? C'est pas une grande majorité, non. Les rencontres restent quand même, au bout du compte, assez classiques. D'accord. Assez classiques. Mais évidemment que on écrit avec son corps, on lit avec son corps. La sexualité, Sylvain Mimoun disait que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Donc, avant de mettre en œuvre la sensualité du corps, on le pense. Je vais encore citer quelqu'un, mais Roland Barthes avait disait dans un fragment d'un discours amoureux quelque chose de très joli et très juste. Il disait le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. Oui. Et effectivement, les mots ont un pouvoir évocateur très puissant, pour peu qu'on y soit sensible, pour peu qu'on soit en demande affective et sensuelle depuis longtemps, comme disait Nathalie. Et du coup, l'échange peut vite se charger d'une intensité érotique forte. Alors, comme on le disait aussi tout à l'heure, il est tout à fait possible de se libérer, de se désinhiber parce que on est derrière l'écran et d'élaborer une sexualité qu'on va avoir du mal à assumer dans le réel après. C'est-à-dire proposer une sexualité amoureuse qu'on va décrire, parce que ça va passer par les mots, et qu'il va être difficile de mettre en acte après. Et ça va être un grand challenge, ça. Alors, certains le font pour pouvoir la mettre en acte après. C'est-à-dire que... Comme des préliminaires, finalement, virtuels. Les mots seraient des préliminaires. Oui, des caresses. Et le dire permettra de le faire. Alors que spontanément dans la rencontre, le faire sans l'avoir dit avant serait encore plus difficile. Donc, ce sont parfois ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Oui. Comme dans la pub. Mais quelquefois, ils en parlent beaucoup pour pouvoir en faire un peu. D'accord. Et vous, alors Nathalie, comment vous êtes-vous remise de cette déception ? Est-ce que vous vous en êtes remise ? Est-ce que vous êtes à nouveau inscrite sur un site ? Non, c'est-à-dire que après ces 2 relations, j'ai procédé autrement. C'est-à-dire que déjà, j'ai recherché des personnes dans ma ville. Je me suis dit comme ça, la rencontre va être beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui s'est passé. La personne avec qui j'étais en contact, je l'ai rencontrée très rapidement, justement dans un lieu public. Alors, il y a le problème de la photo. Où je m'attendais, vu les rencontres que j'avais faites avant, je m'attendais justement à ne pas reconnaître la personne. Ce que je voudrais dire, c'est que pour celles ou ceux, enfin surtout pour celles, parce que moi je parle en tant que femme, de ne pas tenir compte de la photo, parce que la photo c'est quoi ? C'est quelques secondes d'un état d'âme d'une personne, ça n'a rien à voir avec une personne qui est en mouvement. Donc quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, la première fois, je me suis dit, c'est pas lui, il ne m'a pas du tout plu. Mais je me suis laissé le temps, on s'est laissé le temps de se séduire en fait. Et lui aussi, il a très bien compris. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que quand on est inscrit dans des sites de rencontres, le but, c'est quoi ? C'est la rencontre amoureuse. Mais c'est ça qui est gênant parce qu'on dirait que c'est programmé. Alors, si la personne ne vous plaît pas, peut-être vous ne voulez plus la voir après et vous allez rater quelque chose. Donc, je pense qu'il faut se laisser le temps de se connaître. Et de pouvoir s'apprécier ou ne pas s'apprécier, peut-être même devenir des amis. Et autre chose aussi, c'est que, en tout cas c'est ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'idéal. C'est-à-dire il n'y a pas l'homme idéal, mais on rencontre un homme avec ses qualités, ses défauts, et même quelquefois les défauts qu'on ne voulait pas, peut-être qu'ils sont là, mais peut-être aussi on peut découvrir des qualités qu'on n'attendait pas. Donc je pense que c'est pour ça que mon appel c'était surtout pour dire de ne pas rester dans le virtuel, et je suis tout à fait d'accord avec le psychanalyste Dr Couder,
il a dit tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire justement de il a même écrit, hein, donc, et je vois qu'il acquiesce complètement à tous vos propos. Elle fait preuve d'une grande maturité dans l'utilisation d'Internet, Nathalie, là. Absolument. Si je peux me permettre, elle le dit même beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup appris. Il y a du vécu. Oui, elle a beaucoup appris de ses expériences. Et elle en a tenu compte assez rapidement. Et elle dit des choses qui sont très jolies. Laisser le temps à l'autre, se laisser le temps de découvrir l'autre, se laisser la possibilité de trouver des qualités à l'autre qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire quand même se laisser surprendre par l'autre. Quelle plus belle définition que celle-là d'une rencontre amoureuse. Et il a de la chance, ce monsieur. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Nathalie. Merci. Au revoir. Alors, tiens, un petit message de Ninon 944, Pascal Couder, qui vous trouve très intéressant. Bon, à suivre peut-être. On vous laissera les coordonnées de Ninon hors antenne. Et puis il y a Betty qui dit pseudo croisé sur un site, ours. Bon, on se dit tiens, est-ce que c'est quelqu'un pas forcément très sociable? Coq vigoureux. Il faut assurer derrière avec un pseudo pareil. Donc c'est important parce que en même temps ça fait appel à notre imaginaire. Absolument. Ouais. S'il l'appelle pas ma poule, ça va. Quoique finalement ça peut donner une union intéressante et qui sait, peut-être plein de petits poussins. Allez, on va continuer cette discussion avec vous, Pascal Couder, dans quelques minutes. Ce sera après le journal de minuit sur Europe 1. L'âme sœur sur Internet, fantasme ou réalité? On en parle encore pendant 1 heure avec mon invité Pascal Couder, qui est psychanalyste et qui est l'auteur d'un livre coécrit avec Catherine Siguré, L'amour au coin de l'écran, du fantasme à la réalité, paru aux éditions Albin Michel. Alors Pascal Couder, Nathalie nous faisait part avant le journal de minuit de son expérience en disant que par mail déjà ils avaient eu une relation assez intime. Il y a des personnes qui vont jusqu'à faire l'amour par écran interposé. Justement là on est dans le lieu de tous les fantasmes. Est-ce que certains ne s'arrêtent pas là, c'est-à-dire finalement justement se contentent de ça et ne passent jamais à l'acte, en ce sens qu'ils ne vont jamais jusqu'à la rencontre? Bien sûr. Pour différentes raisons. Certains ne sont que dans le fantasme par peur de rencontrer l'autre et d'éprouver comment dire, on appelle ça la confrontation à l'épreuve de réalité, et soit parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment, parce qu'ils ne s'estiment pas suffisamment séduisants, soit parce qu'il y a quelque part une perversion et que ce qui les intéresse, c'est de rester des Casanova, des Don Juan, pardon, ou au masculin ou au féminin virtuels. Et que la seule chose qui les intéresse, c'est de séduire l'autre, d'amener l'autre jusqu'à la sexualité virtuelle, c'est-à-dire jusqu'à les faire partager le plus intime de leur sexualité pour, au bout du compte, passer à la suivante ou au suivant. Et comment les repérer alors? Est-ce qu'ils vont très vite justement dans les mots utilisés, dans le discours utilisé? Pas forcément très vite, mais de façon subtile. Il y a des glissements
qui s'opèrent dans le discours qui doivent mettre en alerte quand on parle de, peut-être pas ouvertement de sexualité, mais quand ça s'érotise un petit peu, quand le discours s'érotise un petit peu et qu'on n'est pas dans cette sensibilité-là à ce moment-là, à ce moment précis, il faut se méfier un petit peu. C'est-à-dire que ne nous laissons pas entraîner là où on n'a pas envie d'aller. Et est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont inhibées, c'est-à-dire qui ont des difficultés sur ce plan-là, des difficultés d'ordre sexuel, et pour qui finalement Internet leur permet de vivre une sexualité même imaginaire ? Oui, on peut appeler ça une sexualité de substitution. Le seul problème, c'est qu'il faut que l'autre soit au courant et consentant ou consentante. Mieux, oui. C'est-à-dire que deux adultes consentants peuvent se permettre ce qu'ils veulent du moment que c'est clairement énoncé. Il n'y a pas de jugement moral à porter là-dessus. Deux adultes consentants font ce qu'ils veulent entre eux. Oui, mais s'il y en a un qui est dans une attente véritable de relation, enfin de rencontre, de relation, comment repérer celui ou celle qui joue, soit parce que c'est comme vous dites, c'est un don Juan, une donjouane et qui n'a but que de rester comme ça, d'amener à l'autre, de conquérir, mais on reste dans le virtuel, ou parce que c'est quelqu'un qui a des difficultés et qui se réfugie derrière Internet. Mais c'est simple, on l'a dit, enfin c'est simple, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop attendre pour rencontrer l'autre, c'est-à-dire mettre ce que l'on perçoit à l'épreuve de la réalité. Après, on peut dire, on peut donner quelques repères. Quand on est dans une relation virtuelle qui fonctionne plutôt bien, on ne doit pas attendre plus de 3 semaines, 1 mois avant de se rencontrer. 3 semaines, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, d'accord. Oui. Ce que disait Nathalie, c'est de ne pas compliquer les choses. Autant rester dans un secteur géographique qui soit réaliste. Ah oui, alors justement, comment vous expliquez que certains jettent systématiquement leur dévolu sur quelqu'un qui habite au bout du monde ? Bon, c'est assez clair. Ils ont besoin de rêver et pas forcément de rencontrer, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, la rencontre, ils ne croient pas en eux-mêmes dans le cadre d'une rencontre réelle. On va accueillir tout de suite Françoise. Bonsoir Françoise. Oui, bonsoir Caroline. Oui, donc moi j'ai connu quelqu'un également sur le net. Et donc cette rencontre, c'est lui qui est venu vers moi au départ. Et donc je l'avais déjà remarqué, à vrai dire, depuis pas mal de temps. Et donc on a commencé à dialoguer et je lui dis mais je crois qu'on va arrêter là parce que je vois que vous êtes mariée. Et il me répond je suis peut-être mariée mais sentimentalement je suis seule. Donc à partir de là on a continué à dialoguer et curieusement il s'est installé une certaine attraction entre nous et qui dure depuis. Alors ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines après, nous nous sommes rencontrés. Et donc ça s'est très très bien passé. Il y a vraiment eu un coup de foudre, ça je peux le dire. Et donc il m'a annoncé par la suite qu'il partait à l'étranger. Donc ça a été un petit peu difficile pour moi de l'accepter. Et donc il est parti à l'étranger. Et puis donc on a continué à communiquer, SMS. Il était vraiment à l'étranger ? Ah oui, tout à fait, oui, parce qu'il est parti avec son épouse là-bas. Et elle était étrangère également, hein, elle était à l'étranger. Donc, en fait, ils se sont installés là-bas. Oui. Et c'est aussi pour affaires qu'ils sont partis. Hein. Donc, voilà. Et on a continué et on continue toujours à correspondre. Et on s'est rencontrés le 23 octobre, là, dernièrement. Oui, c'est très récent.
Oui, c'est tout récent et donc on a passé un peu plus de temps ensemble. Oui. Et ça s'est très très bien passé, très très bien passé. Mais il vous a dit ce qu'il attendait? Parce que vous, je ne sais pas quelles étaient vos attentes au départ quand vous vous êtes inscrite. Les attentes, on se les dit, et on a été très honnêtes l'un envers l'autre dès le départ, de dire que on était sur le site pour chercher un compagnon, chercher l'âme sœur. Alors peut-être. Et ça paraît curieux quand on est marié d'aller s'inscrire sur un site pour chercher l'âme sœur. C'est paradoxal. Oui, c'est un peu paradoxal. Il met pas un peu la charrue avant les bœufs, cet homme? Parce que il faut déjà se désengager pour s'engager, non? C'est-à-dire qu'il vivait, il faisait chambre à part avec sa femme. Oui. Mais ça, c'est ce qu'ils disent tous, souvent. C'est ça. Et donc, une chose assez curieuse quand même, c'est que on n'arrête pas de penser l'un à l'autre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des périodes, parce que ça fait un an et demi que ça dure. Il y a eu des périodes où on doutait l'un et l'autre, en fait. Et on a fini par se revoir quand même pour confirmer tout ça. Et la première chose qu'il m'a dit quand on s'est revus, c'est que je serais la dernière femme de sa vie et que de toute façon qu'il entamait le divorce dans la mesure où ils vivaient l'un à côté de l'autre et que c'était plus possible comme ça. Ils se croisaient, ils étaient colocataires, quoi, en fait. Et donc, il envisage de revenir en France. Quand? Il vous a donné une date? Eh bien, ce sera en 2013. C'est bientôt. Parce que c'est bientôt, oui. C'est dans un mois. Voilà. Même pas. Et 2013, ce sera plutôt vers le printemps, parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires à régler. Et ils ont beaucoup de biens en commun, donc c'est pas très facile. Et donc vous avez envie d'y croire, enfin on vous sent très investi dans cette histoire. Oui, je suis très investie et j'y crois fermement, oui, tout à fait. Pascal Coudin, je vous voyais écouter attentivement le témoignage de Françoise. Est-ce que Internet facilite l'adultère? Bien évidemment. Bon, d'abord, pour parler à Françoise, elle y croit. Elle a peut-être raison d'y croire. L'avenir lui dira. Simplement, moi, si je peux me permettre de lui donner un conseil, c'est de placer une limite dans le temps. Parce que je ne dis pas du tout que c'est la situation, mais il m'est arrivé de recevoir une patiente qui attendait son homme marié et qu'il a attendu pendant 18 ans. Mais parce qu'il y avait un véritable amour et c'est très compliqué de s'en sortir dans ces situations-là. Donc il est peut-être tout à fait sincère et tout à fait honnête, on ne peut pas mettre ça en doute. Simplement, un divorce, d'abord il y a un début de procédure et là il y a des dates, il y a des documents qui sont fournis et il faut être un petit peu sûr de ce que l'on attend. Après, je n'ai pas du tout à me prononcer sur l'avenir de cette relation. Ni sur l'avenir, ni comment elle s'est nouée. Chacun fait comme il peut, on le sait tous. Et si c'est une belle histoire, tant mieux. Pour revenir à la question de l'adultère, bien sûr que l'adultère est favorisé par les outils de communication aussi nombreux qu'on les a aujourd'hui. Il y a même des sites dédiés à l'adultère, des sites de rencontres pour personnes mariées. Oui, c'est le comble du cynisme là quand même. On en pense ce qu'on veut, mais c'est-à-dire que le risque est quand même... certains vous diront que l'adultère existe depuis toujours, mais en même temps, c'est Lacan qui le disait à un autre propos, avec l'offre, je crée de la demande. C'est-à-dire que s'il est facile de rencontrer pour un homme une femme mariée alors que lui-même est marié et qu'il suffit là aussi de 3 clics à un rendez-vous et le passage à l'acte est beaucoup plus facile qu'il ne l'était. Je trouve que je disais ça un peu de cynisme parce que je trouve qu'on est vraiment dans la consommation et d'ailleurs je disais dans votre livre vous avez dit, c'est pas un hasard, que sur ces sites pour les gens mariés, spécialisés pour les gens mariés, il y a beaucoup de banquiers et de gens qui sont dans la finance. Oui. Non mais ça m'a fait sourire, mais en même temps,
Il n'y a pas de hasard, non? S'ils calculent comme dans... Enfin, c'est les... D'abord, ils maîtrisent très bien l'outil, entre autres. Oui. Ils ont les moyens de se payer un adultère dans des bonnes conditions, de bonnes conditions il y a. Et oui, ce sont des métiers où on travaille beaucoup. Et bon, moi, je ne me prononce pas sur le... Vous voulez pas vous fâcher avec votre banquier, quoi, en fait, hein? C'est ça. C'est une banquière. Justement, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, on voit là dans l'histoire de Françoise que c'est le couple, dans ce que nous dit Françoise, n'allait pas bien. Donc, c'est tout d'un coup, il y a l'écran, là, c'est à portée de nous et on peut envisager une autre possibilité, une autre vie qui peut, comme vous le dites, se concrétiser. Mais parfois, c'est plus insidieux. Il y a... Dans tout couple, on traverse des moments de passage à vide, des moments où on est un peu moins bien, où il y a des tensions. Et là, ça peut être très tentant d'aller. C'est vraiment à portée de clic. Et est-ce que c'est pas là où il y a... Oui, il y a un côté qui facilite. Là où dans la vraie vie, on est actif, là, on peut se dire, oh, il n'y a pas d'enjeu, je suis derrière mon écran. C'est sûr. Ça pose la question de où commence l'adultère. Voilà. Est-ce qu'avoir une liaison virtuelle, c'est tromper? Ça, je la garde pour dans un tout petit instant parce que je voudrais aussi... J'ai cru que vous ne vouliez pas me répondre. Si, bien sûr. Je voudrais surtout dire qu'il n'y a pas que les sites de rencontres qui permettent d'entrer en relation avec l'autre. Et notamment en ce qui concerne l'adultère, les correspondances professionnelles, par exemple, sont parfois opèrent des glissements tout à fait subtils qu'un œil attentif peut repérer, que je repère maintenant après avoir travaillé à la question, mais sur lesquels je n'avais pas du tout de vigilance. C'est comment on s'adresse à l'autre et comment progressivement on peut glisser vers quelque chose de plus personnel, voire de plus affectif. Dans le chère Françoise, dans très chère Françoise, dans une petite formule qui n'a rien à voir dans la correspondance professionnelle, dans l'heure à laquelle le message a été envoyé. Si c'est un dimanche à 22h30, c'est très différent d'un lundi à 9h. Bien à vous, après, bon, c'est une formule... Oh, bien à vous, c'est une formule. Attendez, moi, j'ai écrit souvent bien à vous, et je vous assure que j'y mets rien derrière. Enfin, c'est une formule de politesse pour moi. D'accord. Il y en a comme ça qui sont d'usage, mais affectueusement. Vous voyez, on peut glisser très, très, très doucement vers quelque chose qui devient personnel. Et si l'autre en face passe un moment un petit peu difficile dans son couple, se dit... Oh, ça fait du bien. et ça fait du bien au point que on peut répondre sur le même mode et ça enfle un petit peu et on se construit une relation qui déborde largement le contexte initial, sans forcément l'avoir consciemment souhaité. Oui. Et là, il faut être vigilant. Moi, je fais maintenant attention dans mes SMS et mes mails à comment je signe, à qui et à quelle heure. Ah ben oui, moi aussi, je vais faire attention. Alors qu'il va falloir que je me trouve une autre formule de politesse avec ce que vous me dites là. Alors, en tout cas, il y a Anne Deslandes qui dit « J'ai connu ce genre de situation. » Alors Françoise, écoutez bien ce que dit le docteur Koudner à partir du laps de temps. Voilà, Françoise. Mais on vous souhaite néanmoins le meilleur, que ça puisse se concrétiser. Oui, d'un autre côté, je me dis, au bout d'un an et demi, il aurait pu mettre un terme à la relation bien plus d'une fois. Oui, on peut se dire aussi, Françoise, qu'au bout d'un an et demi, vous auriez pu mettre un terme à la relation bien plus d'une fois. Oui. Vous savez, il faut faire simplement attention à ceci. Quand on attend le bus, on attend 5 minutes. Le bus n'arrive pas, on se dit, je vais attendre encore un petit peu. Et puis le bus n'arrive toujours pas. Au bout d'un quart d'heure, on se dit, oh là, il va quand même arriver. Et au bout de 20 minutes, on se dit, je n'ai quand même pas attendu tout ce temps pour rien, je vais encore attendre un petit peu. Et c'est malheureusement peut-être que à cette station-là, il n'y a pas de bus qui va passer. Et on attend parfois 18 ans le bus. Voilà. Mais parfois, le bus arrive. On vous souhaite qu'il arrive dans les temps.
Oui, Hein, j'espère Françoise aussi, hein. Voilà, Merci beaucoup de votre appel. Au revoir. Alors, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Pascal Couder pour parler de l'amour au coin de l'écran. Voilà, belle transition, Pascal Couder, la vie en rose quand on rencontre l'âme sœur sur Internet. Vous nous donnez des clés pour essayer de permettre que cette belle rencontre ait lieu avec votre livre, L'amour au coin de l'écran, du fantasme à la réalité, livre écrit en collaboration avec Catherine Siguré, paru aux éditions Albin Michel. Et vous êtes à mes côtés jusqu'à 1h pour en parler. Alors à propos de l'image du bus, il y a Anne Deslandes qui dit quelle belle comparaison, docteur Couder. Moi j'ai attendu le bus et je suis finalement rentrée à pied, dit Anne. Et puis First Lisa dit oui d'accord, l'amour au coin de l'écran, mais l'amour au coin du feu, c'est quand même mieux. Bah oui, mais parfois ça commence au coin de l'écran, hein, ma chère First Lisa. On va accueillir maintenant Véronique. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir oui, Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis la personne hyper prudente. Oui. J'ai une assez grande, je suis sur le site de rencontre depuis déjà un bon moment. Mhm. Et donc, quand je dois rencontrer une personne, je vais sur les réseaux sociaux, je cherche le nom des enfants, je tape le nom sur Internet et j'arrive en général à trouver des détails. Vous êtes détective privée dans le civil? Non, mais je fais vraiment un travail de détection. Ah oui, oui. J'ai même des fois demandé la carte d'identité aux personnes que je rencontrais. Alors, mais cette fois-ci, pour la première fois, je tombe de très 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 haut parce que on m'a menée en bateau. Malgré toutes ces précautions? Ah oui, mais alors là, oui. c'est vraiment... Qu'est-ce qui ça s'est s'est passé? terminé de façon sordide. Oui. Eh bien, j'ai rencontré un monsieur seul. Je veux dire, alors, un monsieur qui habitait seul, qui était séparé, divorcé et tout. Je suis allée chez lui. Donc, il n'avait pas de téléphone fixe, mais je suis allée chez lui, louait, donc il n'avait pas de téléphone fixe, en effet. Et puis, donc, tout allait bien. Nous avions une relation merveilleuse. Oui. Et en fait, mon message ce soir, je vais d'abord dire, c'est qu'à toutes ces dames, c'est qu'à la moindre petite chose qui pose question, il ne faut pas avoir peur de faire face à la personne et de l'interroger au risque de la perdre, cette personne. On lui fait subir un véritable interrogatoire, alors? Non, pas un véritable interrogatoire, mais voilà. Parce que moi, en fait, nous avions une relation merveilleuse. Il m'a présenté à certains de ses enfants. Mais alors, qu'est-ce qui vous posait problème pour que vous disiez ça aujourd'hui et que vous n'avez pas relevé? Il avait un fils à 400 km. Oui. Et il partait régulièrement voir ce fils qui avait des problèmes et ceci, cela. D'accord. Donc moi, je disais d'accord, pas de problème, hein, j'aime mon enfant, tu aimes tes enfants. Sauf que lorsqu'il partait, il m'envoyait des SMS, mais il ne me téléphonait pas. Et je lui ai donc demandé où nous en étions et ensuite il ne répondait plus au téléphone, même plus au SMS, il me disait ne t'inquiète pas. Et puis voilà, il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame très 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 en colère qui prétend être sa femme alors qu'il est bien divorcé. À 400 kilomètres et qui me fait du harcèlement. Et quand ce monsieur ne me parle plus, il est toujours sur le site de rencontre. Cette dame m'a envoyé des photos d'eux, du harcèlement. Elle était très 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 en colère et je n'arrive pas à savoir si en fait il était bien divorcé ou pas. Mais ses amis me disent qu'il est divorcé. Et malgré tout mon travail de recherche et une relation merveilleuse quand il était avec moi, lorsqu'il partait, il ne me téléphonait pas. Oui. C'est un petit point, mais je voudrais prévenir toutes les femmes, dès qu'il y a une toute petite chose qui ne vous paraît pas claire, n'ayez pas peur. Si vous perdez cette personne, c'est qu'elle n'en valait pas la peine. Et mais voilà. alors là, dites-moi Véronique, quand vous avez cherché à le joindre depuis que sa prétendue épouse vous harcèle? Oui, elle a pris elle m'a dit qu'elle prenait son téléphone, donc j'ai essayé d'envoyer des SMS et c'est en fait elle qui répond. Donc d'accord, c'est silence radio. Oui, donc il se peut qu'en fait il ait menti et qu'il soit réellement toujours marié. Il avait une double vie ailleurs en fait.
Et ça, je ne savais pas. Il est divorcé, mais il a une liaison par ailleurs. Oui, et cette femme prétend être sa femme et apparemment, enfin, ses enfants ont bien dit qu'il était divorcé, donc je ne comprends rien du tout, je n'ai pas de réponse. Ce monsieur oui, c'est difficile. Oui, et pourtant c'est une relation merveilleuse. Oui, on sent que ça va être compliqué pour vous de mettre un point final à cette relation parce que vous insistez bien sur le côté merveilleux de la relation, mais malheureusement vous êtes confronté à une réalité qu'il est beaucoup moins. Oui. Je vous sens très dubitatif, Pascal Coudin, face à cet appel. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, si je peux me permettre, je me demande pourquoi Véronique est aussi suspicieuse. Parce que c'est ce que, si je peux me permettre, c'est ce que vous soulignez aussi à plusieurs reprises, que vous êtes hyper prudente, que vous cherchez le nom des enfants, que vous essayez de vous rassurer, même si évidemment qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Oui. On voit bien que là, ça n'a pas suffi et que toutes les précautions que vous avez pu prendre ne vous ont pas permis de dépister quelque chose. Mais vous dites par ailleurs que vous êtes depuis un bon moment sur les sites de rencontres. Il y a quelque chose là qu'il faudrait peut-être réfléchir. C'est sûrement pas le lieu là maintenant, mais pourquoi vous êtes depuis aussi longtemps sur les sites de rencontres? Pourquoi vous êtes aussi méfiante et prudente? Peut-être des expériences difficiles par le passé? Non. C'est-à-dire que parfois, j'ai eu quelques relations tout de même, mais je n'ai pas toujours recherché sur les sites. C'est-à-dire que je suis inscrite, mais je n'ai pas toujours fait des recherches. Et j'ai rencontré par contre des gens qui sont devenus des amis, donc certains des petits amis, mais non, c'est parce que... Mais c'est important, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est important votre question là, Pascal Coudert, parce que les déceptions lors des rencontres, est-ce qu'elles peuvent nous amener à réfléchir sur le sens de notre quête, sur nous-mêmes aussi Bien sûr, parce que pas seulement les déceptions, mais la répétition des déceptions doit nous amener à nous poser des questions. Est-ce que l'on cherche la bonne chose au bon endroit et est-ce que ce que l'on trouve nous convient? Visiblement, les déceptions sont le signe que ça ne nous convient pas et il y a peut-être quelque chose dans la recherche qui n'est peut-être pas tout à fait au bon endroit. Oui. En tout cas, ça me paraît... une histoire très compliquée. Oui. Je peux me permettre de vous interrompre? Oh, bien sûr. C'est la première fois que je me sens menée en bateau. C'est la première mauvaise expérience, disons. C'est pour ça que je tombe de très très haut, là, parce que ce monsieur, en fait, avait une double vie. Mais à la fois, c'est la première fois, et en même temps, ça semble être la plus belle histoire, d'après ce que vous dites. Oui. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu, si on peut le dire comme ça, un point aveugle chez vous, parce que l'histoire était merveilleuse. Il y a quelque chose qui n'a pas été vu, alors peut-être que ça n'était pas visible, pas très visible en tout cas, mais vous voyez, on ne peut pas ne pas remarquer ça. Qu'à la fois c'est la plus belle histoire depuis longtemps, et qu'en même temps c'est la plus douloureuse, parce que c'est là, malgré toutes vos recherches, où vous n'avez pas vu. Oui, c'est très pertinent, ça, sur le... Oui, c'est en fait le fait qu'il ne me téléphonait pas. Là, j'ai quand même eu... je me suis posé beaucoup de questions quand il ne téléphonait pas lorsqu'il partait. Donc, oui, mais au-delà de lui, de cet homme, il y a quelque chose par rapport à vous. Vous qui faites si attention, justement, là, il y a quelque chose qui vous a échappé. Et c'est intéressant, ce qui vous a échappé. C'est comme cet angle mort, finalement, dans un... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue, là? Peut-être que là, ça vous permettrait de comprendre, vous, et d'avancer. Oui, j'ai décidé de faire confiance, entièrement confiance, et de ne pas poser de questions. D'accord. Et donc peut-être que vous allez vous faire confiance. Oui, peut-être. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Véronique de votre appel. Bonne soirée. Merci, au revoir. Alors justement, je vous demandais tout à l'heure, Pascal Coudert, si le fait d'avoir une liaison virtuelle s'était trompé. J'y reviens parce que quand on est en couple et qu'on peut être entraîné parfois un peu malgré soi, en tout cas consciemment, dans une liaison, on peut se dire « Oh, après tout, il n'y a pas trop d'enjeux, je fais rien de mal puisque ça reste derrière un écran ». Quand est-ce que commence vraiment la tromperie, selon vous? Enfin, en tant que psychanalyste, qu'est-ce que vous en pensez?
En tant que psychanalyste, je n'en pense pas grand-chose. Mais encore, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, du tout. C'est une question qui est plus philosophique et peut-être sociologique aujourd'hui, mais surtout, ça dépend des règles de fonctionnement du couple, c'est-à-dire du seuil de tolérance. Je vais m'avancer quand même un petit peu plus. Est-ce que, en posant une question, est-ce que l'adultère commence par l'acte sexuel avec quelqu'un hors du couple, ou est-ce que l'adultère commence quand on désire en dehors du couple ? Et là, je pense que chaque couple a sa réponse. Puisque vous voulez que je m'avance, je vais m'avancer. Pour moi, c'est quand on désire ailleurs que dans le couple. Quand on désire quelqu'un d'autre que son ou sa partenaire, et qu'il y a un début de mise en acte, parce que quand même, le virtuel ça n'est pas seulement quelque chose qui n'existe pas. Les mots existent, la correspondance existe. Il y a quelque chose qui existe. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, on peut imprimer les mails. Puisqu'on parlait tout à l'heure avec Véronique d'une autre femme, j'ai une histoire d'adultère qui n'était pas à l'heure d'Internet, donc qui est assez ancienne, d'une de mes patientes. Je peux en parler, ça fait plus de 10 ans, elle se reconnaîtra pas, qui avait une relation avec un homme marié, et puis la relation a un petit peu dégénéré, puisqu'il y a eu évidemment, comme souvent, beaucoup de mensonges. Et ce monsieur lui avait écrit beaucoup de courriers papier, et il est parti avec femme et enfant un week-end, et c'était pour elle le moment de la rupture, parce que ça avait été un petit peu trop loin dans ce qu'elle trouvait être une humiliation, et elle est venue sur la porte du domicile conjugal scotcher toute la correspondance de ce monsieur pour accueillir le couple heureux à son retour de week-end. Le retour de week-end, voilà. Oui. Donc ça, comme on le voit, que ça soit du courrier écrit, que ça soit virtuel, que ça soit des mails, que ça reste quelque chose qui pour beaucoup est extrêmement violent. Il y a de la tromperie. On trompe dans son désir de l'autre. Et à mon avis, il n'y a rien de plus violent que de mentir sur son désir dans un couple. Non, justement, comment réagir si on s'aperçoit que son conjoint entretient une liaison virtuelle ? J'ai envie de dire, comme dans tous les couples, par la communication. C'est-à-dire que peut-être pas par le reproche qui ferme la question, mais par une demande sur pourquoi. Et si le dialogue dans le couple existe, on doit pouvoir s'en parler. Dialoguer avec son conjoint, mais pas comme là on a vu avec Véronique que la femme en question, la prétendue épouse, l'a contacté. Est-ce que c'est une attitude assez fréquente ? Vous dites qu'Internet, j'ai découvert ça en lisant votre livre, avait réinventé le duel. Absolument. Comme le disait aussi Véronique, aujourd'hui, Internet, avec le nom de quelqu'un, on trouve des informations auxquelles personne n'avait accès auparavant, et on peut trouver les coordonnées de l'autre assez facilement et régler ses comptes avec l'autre, alors que visiblement, c'est plutôt avec lui qu'il y avait quelque chose à régler. Mais c'est parfois plus facile de le régler avec ce qu'on suppose être une rivale qu'avec celui qui se tourne vers la rivale. Alors que c'est quand même, j'insiste, avec lui qu'il y a quelque chose à régler. Vous dites la rivale, ça veut dire que ce sont plus souvent les femmes qui réagissent de cette façon-là, en contactant celle qui s'estime trompée, qui va contacter la maîtresse virtuelle. Oui. C'est plus les femmes que les hommes qui réagissent comme ça ? Oui, peut-être. Pourquoi ? Parce que les hommes ont plus de facilité à nouer des relations virtuelles par Internet, probablement parce qu'ils sont plus nombreux. Avec cette idée que ça n'est pas trompé puisque c'est virtuel.
Oui, on a tendance c'est certainement à se déculpabiliser davantage. Comme vous dites, ça reste virtuel, oh c'est rien. Or vous dites ce n'est pas rien parce que l'autre il existe bien et il y a quand même le désir qui est là et des mots et qui vont l'alimenter. Absolument, et qui vont générer du désir chez l'autre, et ce désir va s'échanger, se construire, et il n'y manque que le passage à l'acte. Mais j'allais dire l'essentiel de l'investissement amoureux est déjà en place. Non, j'insiste vraiment que dans le cadre d'un couple, il faut du dialogue. Et que l'autre puisse s'expliquer et éventuellement s'expliquer sur les difficultés que traverse le couple et les résoudre. Alors il y a Olivier le patrouilleur qui dit peut-on devenir addict aux sites de rencontres virtuelles et finalement passer à côté d'une histoire d'amour peut-être dans la vraie vie? Oui, la vraie difficulté que certains rencontrent avec les sites de rencontres, c'est qu'il y a quasiment, et les opérateurs ont beaucoup contribué à ça, ce que j'appelle moi la tentation de l'illimité. Et oui, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant on a des forfaits illimités. Et on peut téléphoner, on peut envoyer des SMS, on peut se connecter de façon illimitée. Et on peut avoir le sentiment sur les sites de rencontres que le choix est illimité. Et donc l'addiction se noue exactement là. C'est-à-dire qu'on se demande « Ah, mais lui, il est pas mal, mais... peut-être que l'autre est mieux, et peut-être qu'encore un autre serait mieux, et de faire monter son niveau d'exigence jusqu'à l'infini, et donc de ne jamais s'arrêter, et de ne jamais donner une chance à une relation, comme le disait tout à l'heure Nathalie, il faut aussi donner une chance à l'autre, et se donner une chance de découvrir des qualités chez l'autre pour lesquelles il faut du temps. Alors vous connaissez bien les problématiques de la dépendance, vous avez travaillé sur les questions de dépendance. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus réceptives que d'autres à l'amour virtuel? Oui, les personnes qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de leur capacité à être en relation réelle avec l'autre sont potentiellement beaucoup plus... sujette à l'addiction, bien sûr. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit souci ou une appréhension avant ou après la rencontre, on peut très facilement passer à l'autre et à l'autre et à l'autre et à l'autre. Alors vous avez remarqué, Pascal Couder, on n'a eu que des femmes jusqu'à présent qui ont témoigné à propos de ce sujet. Et on a enfin un homme qui a appelé le 3921 et qui est avec nous, et je le remercie. Bonsoir Ralph. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes inscrit sur un site de rencontre et racontez-nous comment ça s'est passé. Déjà bonsoir à vous deux, je suis content de passer à l'antenne. On est content de vous accueillir. Quelle était votre motivation? Parce que vous êtes très jeune, vous avez 24 ans. Quand vous vous êtes inscrit si jeune sur un site de rencontre, quelle était votre motivation? Moi je me suis inscrit sur plusieurs sites. Et la motivation était assez simple, c'était de trouver juste des plans d'un soir en fait. D'accord. Vous l'aviez pas mis comme ça sur... ça a le mérite d'être clair. Vous le mettiez pas sur votre profil? Plus nuancé, oui. Ah oui, quand même. Mais c'était... Alors ça donne quoi la version plus nuancée? Que je cherche un plan d'un soir? Non mais qu'on sache, voilà, qu'on alerte un peu. Non mais c'est pas dans... Mais déjà je voulais en parler justement, c'est que je suis sorti de ça maintenant, mais oui. Je sais que ça fait beaucoup, de toute façon, chez tout ce qui est les hommes le font beaucoup pour trouver beaucoup des plans d'un soir. J'ai plein d'amis qui le font pour ça. Donc moi je suis arrivé à en sortir, donc c'est tant mieux, mais c'était en fait j'essayais plus d'être approximatif sur le résumé pour attaquer vraiment quand c'était sur les discussions. Oui. Et c'était les discussions qui faisaient que j'essayais de voir si c'était possible. Et la façon que j'avais, c'était souvent c'est par différé au début et après c'est en temps réel. Et le fait de mettre en différé, c'est que j'envoyais à plusieurs personnes dans une nuit le même message et elle répondait ou elle répondait pas. Et comme ça, j'avais le choix de choisir dans les messages en fait. Oui, il y en a toujours une où c'est ça, on en drague 10 pour qu'il y en ait une qui réponde. Voilà, et comme disait votre invité, c'est vraiment le côté infini.
peut-être illimité. Il y a quand même illimité. Il y a quand même bon nombre de choix et ça enlève de la substance parce que comme on en drague 20, on sait pas vraiment. Même j'oubliais des fois à qui je parlais et ce que j'avais demandé. Donc c'était rentrer dans quelque chose. Oui, on s'en mêle les pinceaux, oui. Ouais, voilà, c'était et même que tellement ça m'énervait. Donc j'ai pu passer à côté de rencontres sûrement très bien, mais du fait que voilà, c'était bâclé en fait. Oui, mais alors c'est l'arroseur arrosé parce que vous dites que vous en êtes sorti, c'est-à-dire qu'il y en a une qui vous a accroché plus que les autres. Voilà, c'est ça. Il y en a une qui m'a fait plus que les autres. Mais ça a été difficile parce que à la base, justement, j'étais pas parti pour une relation. Oui. Et ça, en fait, j'ai eu c'est un coup de cœur. Ça m'a pris. J'ai été pris au dépourvu. Et pendant un mois, j'ai pas revu ma femme, donc qui est de maintenant. Ah, parce que c'est devenu votre épouse. Oui. J'attends un enfant avec elle. Ah oui, en effet. Ah oui, vous avez été sacrément attrapé là. Hein. Ah oui. Pris dans ses filets. Ça a été un mois, j'ai pas pu la revoir, on s'est revus. Le problème, c'est qu'on a gardé l'habitude d'aller sur les sites et de continuer à faire ce genre de choses. On avait un peu la même habitude. Et on l'a découvert en même temps qu'on continuait, donc ça nous est. On a eu des périodes, une période difficile justement à traverser ça. Oui. Mais quand on a compris que c'était plus. En fait, ce qu'on recherchait, c'était le plaisir de dire complet en fait. On était content de dire j'ai reçu un message, je plais, c'était juste ça en fait. Oui, ça vous rassurait. Voilà, ça rassurait, sauf que, comme l'a dit votre invité, on était presque dans on se trompait presque, puisque on essayait quand même de plaire à quelqu'un d'autre, alors que à la fin c'était entre nous deux qu'on voulait. Et alors, comment à un moment vous vous êtes dit bon, on arrête tout et on se concentre sur notre relation à tous les deux? On l'a découvert en même temps et vu qu'on est comment on appelle ça, on a des caractères difficiles, on va dire. On a réglé ça difficilement le jour même et ça a été soit on arrête, on arrive à passer outre et à former quelque chose ensemble, soit du moins on avait le choix, c'était on arrête ou on continue. D'accord. Et vous avez continué. Voilà, on a continué, on a fait le même choix et on avait la même mentalité. Enfin, on arrête d'être connectés, vous voulez dire. Vous avez continué ensemble. Voilà, c'est ça, on arrête complètement ce côté. J'essaye de plaire à d'autres alors que c'est pas du tout. De toute façon, c'était de la tromperie, quoi. Alors, c'est une belle histoire là que nous on raconte, Ralph. Vous êtes depuis combien de temps ensemble? Ça va faire 4 ans. Ah oui, donc vous aviez 20 ans quand vous étiez au départ inscrit sur le site et vous attendez, je le rappelle, un bébé. Est-ce que justement, lorsqu'on a établi une relation, même virtuelle, qu'est-ce qu'on doit penser si on s'aperçoit que l'autre est toujours connecté sur le site de rencontre? Parce que c'est ce que nous dit Ralph au départ. Et cette tentation de l'illimité quand même. Il y a un lien qui nous accroche plus, mais on peut aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Oui, peut-être que Ralph a eu pendant longtemps besoin comme il le dit lui-même d'ailleurs, besoin de se rassurer, de se rassurer sur est-ce qu'il est possible d'être désiré, voire aimé, et que ça c'était probablement comme un puits sans fond et que à chaque nouvelle conquête c'était satisfaisant sur le moment, mais le lendemain, il n'en restait plus rien. Parce que, au fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une demande explicite, une recherche très explicite, mais est-ce qu'il n'y a pas, au fond, inconsciemment, la demande et la recherche de celle qu'il a trouvée, c'est-à-dire d'une belle histoire d'amour et de construire une relation satisfaisante. C'est ce que vous nous disiez au début de notre échange, c'est que parfois même derrière des demandes en apparence purement sexuelles, il peut y avoir un véritable désir d'avoir une belle relation, une belle histoire. Absolument, Ralph nous le montre très bien. Quant à rester connecté quand on a déjà rencontré l'autre, ça c'est évidemment une source de conflit. Je me connecte et je regarde que celle que j'ai rencontrée ou celui que j'ai rencontré avec qui ça se passe bien est aussi encore connecté. Alors je pense qu'il y a un espèce de
de temps qu'on peut laisser à l'autre pour, entre guillemets, expédier les affaires courantes. C'est-à-dire qu'on est souvent sur les sites en correspondance, pas forcément dans une grande séduction, mais avec plusieurs partenaires. Et la moindre des politesses serait de dire j'ai rencontré quelqu'un, je veux donner une chance à cette relation et je préfère qu'on s'en arrête là. Il faut quelques jours pour écrire ces différents courriers. Et après, l'idéal étant évidemment que chacun se déconnectent, voire se désinscrivent. Merci beaucoup Ralph, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a aussi de belles histoires d'amour qui se nouent sur Internet avec un bébé qui va bientôt arriver à la clé. C'est prévu pour quand ce bébé ? Bientôt là, j'attends. Je suis... Pour Noël ? J'espère pas. J'aimerais bien que ce soit un autre jour, mais c'est bientôt. Ouais. Mais écoutez, on vous souhaite plein de jolies choses, un beau bébé alors. Et merci beaucoup de votre appel. Au revoir Ralph. Au revoir. Pascal Couder, il arrive parfois qu'il y ait rupture avant même d'avoir rencontré l'autre, c'est-à-dire rupture virtuelle, pour parler clair. Est-ce que c'est vécu de façon aussi douloureuse que dans la vie réelle ? Absolument. D'abord, ça pose la question de quand commence la relation. Oui. Et la relation commence à partir du premier échange, comme dans la vie, la vraie vie, comme on dit encore, à partir du premier rendez-vous. Donc, à partir du premier échange, comme le disait Françoise tout à l'heure, il est venu vers moi, et on a bien entendu dans ce qu'elle disait que ça avait commencé là. Quand il est venu vers elle. Et venir vers elle, c'était lui envoyer un message. La relation commence là. C'est-à-dire qu'un échange de correspondance, c'est une relation. Et effectivement, plus la relation se poursuit, s'approfondit, et plus elle se charge affectivement. Et même avant une rencontre, si on rompt cette relation-là, c'est une rupture. Et c'est une rupture affective, et c'est une rupture affective douloureuse. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Eh bien, moi je suis inscrite sur un site depuis le mois d'août et je suis rentrée donc en contact avec un monsieur au mois de septembre. Mais depuis le début de l'émission, je commence un peu à me poser des questions parce Pourquoi ? Eh bien, on parle souvent qu'il faut que la rencontre se fasse rapidement. Or, moi, la rencontre ne s'est pas faite rapidement. C'est-à-dire qu'on a correspondu pendant 5 semaines avant de s'échanger nos numéros de téléphone. Oh, ça va encore. 5 semaines. Donc, on ne connaissait pas notre voix. Oui. Mais... je me suis rendu compte très vite, au bout de peut-être 15 jours, que mes sentiments, je tombais amoureuse en fait. Oui. Mais en fait, que ce monsieur, lui, était dans une amitié. Donc, on a continué à correspondre. Et à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de lui dire que moi, je partais vers un sentiment amoureux. Et il me l'a avoué également. Mais il a fallu que je fasse le premier pas, en fait. Bon, oui. Et je sens, en fait, que je suis en décalage un peu avec lui. Mais vous vous êtes rencontrés depuis ? Oui. Alors, on s'est rencontrés au bout de 7 semaines. Bon. Et là, moi, j'ai pas été déçue. J'avais mis beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Je l'avais préparée. C'est moi qui l'ai voulu parce que lui, j'avais l'impression qu'il voulait rester dans sa bulle. Il me disait toujours, on est tellement bien dans notre bulle. Donc vous pensez qu'il a été déçu, lui ? Parce que vous dites, moi, je n'ai pas été déçue. Mais lui, moi, je n'ai pas été déçue. Mais depuis, vous vous êtes revus ? Il y a eu plusieurs rencontres ou seulement une ? Non. Il y en a eu 2. D'accord. C'est-à-dire, on s'est rencontrés une fois chez lui et une fois chez moi. Mais j'ai l'impression que lui reste toujours dans cette amitié amoureuse, comme il dit.
Alors que moi, mes sentiments sont déjà beaucoup plus forts. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé, il n'y a pas eu de contact physique entre vous? Si. Alors donc, il est au-delà de l'amitié? Parce qu'en général, avec ses amis, on n'est pas dans une étreinte. Oui. Alors, est-ce que c'est ça qu'il appelle une amitié amoureuse? Alors, j'arrive pas. Oui, c'est le mot, mais peut-être parce que vous vous sentez très amoureuse et vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Couder? Je pense que c'est ça, c'est que je vais trop vite par rapport à lui. Peut-être, vous n'avancez pas de la même façon, c'est possible, oui. Voilà. Pascal Couder, vous... Oui, bonsoir Daniel. Moi je me demande en vous entendant si vous n'avez pas une attente beaucoup plus importante que la sienne, en tout cas telle qu'il l'exprime. Après, il est peut-être prudent parce que chacun son histoire. Il a peut-être été blessé dans sa vie amoureuse et affective et il avance un petit peu plus prudemment que vous et il faut, comme on disait tout à l'heure, peut-être lui laisser le temps. Voilà, ça je l'ai compris. Donc j'essaie de me remettre en fait à son niveau. De ne pas trop lui montrer, pour ne pas l'étouffer en fait, pour apprendre à le découvrir, parce que on ne se connaît pas, en plus il y a une grande distance, on n'habite pas... Vous donnez du temps maintenant que vous êtes dans la réalité. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Daniel, et on espère que ça va évoluer comme vous le souhaitez. Je m'aperçois qu'on est presque à la fin de cette émission et il y a Olivier, le patrouilleur, qui me dit, et c'est vrai, on n'a pas parlé des réseaux sociaux qui permettent de retrouver des personnes du passé. Alors ça, c'est de plus en plus fréquent. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de démarche? Ça doit intéresser le psychanalyste que vous êtes. Oui, la difficulté, c'est que souvent, quand on recherche des membres de son passé, et notamment de son passé affectif, c'est surtout que l'on recherche pas seulement l'autre, mais on recherche l'époque et tout le contexte. Et je suis désolé de vous le dire, on ne sera plus jamais aussi jeune. On ne sera plus jamais aussi insouciant, on ne sera plus jamais ce que l'on a été. On devient ce que l'on est aujourd'hui grâce à ce que l'on a été. Mais j'ai un peu peur que ce que l'on recherche n'existe plus. Donc souvent la désillusion est au rendez-vous. Oui, ça permet quelquefois de clore quelque chose qui était un peu resté ouvert pendant 10, 20, 30 ans, mais rarement de reprendre là où on s'était arrêté. Merci beaucoup Pascal Couder, merci beaucoup vraiment d'être venu avec nous ce soir pendant ces 2 heures pour nous parler des relations amoureuses par Internet, et pour vous tous qui souhaiteriez poursuivre, prolonger cette discussion. Je vous recommande l'excellent livre de Pascal Couder, écrit avec la collaboration de Catherine Siguré, L'amour au coin de l'écran, du fantasme à la réalité, pour déjouer tous les pièges de la rencontre amoureuse par Internet, et puis aussi prolonger la magie des rencontres, de la rencontre quand elle a lieu dans le réel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Pascal.